Hier est consacré à l'éducation et à la formation en zone frontalière. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sensible au thème et désireux d'avoir plein d'informations. L'objectif de cette table ronde, c'est de présenter l'offre de formation proposée notamment en Suisse. On va commencer par ça. On va vous parler des critères d'accès pour les étudiants résidant en France voisine. Et puis on fera un focus réservé au statut du stagiaire. Il y a plein de questions qui sont posées au groupement, au statut du stagiaire frontalier. Et pour cette année, on fera un focus particulier sur ce stagiaire. Et pour y participer, alors je vous présente, on n'a pas de chevalet. Je vais commencer avec les dames, mais ce n'est pas la dame qui va commencer en premier, mais je vais vous présenter nos amis. Donc, en remontant donc, du groupement, c'est Armel Saragoza qui est ici au milieu. Pour l'UNIGE, c'est c'est Carole Bouliane, pardon, qui est chef de projet au service des immatriculations. Elle vous dira quand même 2 mots sur l'UNIGE. Et puis, qui va commencer pour la Cité des métiers du Grand Genève. C'est notre première introduction. Et je pense que les images sont prêtes. Alexandre, oui ? Parfait. Donc, c'est Alexandre Matuzevic, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Donc, c'est Alexandre qui va démarrer cette première partie pour vous donner des explications. Alors, Alexandre, c'est à vous. Je vous laisse développer votre propos. Et puis, donc, c'est seulement à la fin qu'on posera toutes les questions. Alexandre. Bonjour. Donc, du coup, je vais vous faire une présentation sur la formation professionnelle. C'est un angle un petit peu voulu. Parce que l'université sera abordée en ce qui concerne les conditions d'admission par ma collègue. On va naviguer depuis le niveau AFP-CFC, donc pour vous les Français c'est CAP-BEP, dans les grandes lignes, en passant par les écoles ES, qui sont des filières à peu près équivalentes au BTS en France, et pour finir sur les HES, qui sont des écoles de niveau tertiaire professionnel, qui sont les équivalents des licences professionnelles en France. Et la deuxième mini-partie, c'est le chèque annuel de formation. Donc ça, c'est sur la formation continue pour les personnes en fait, qui sont frontalières avec un permis G, parce qu'il faut être contribuable. Ça, on verra tout à la fin. Alors, donc voilà. C'est OK, ça affiche correctement. Alors, je vérifie juste qu'on voit bien les images. On voit bien les images, ça marche. Merci. Voilà, donc en gros, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce schéma-là, mais en fait, vous avez le... Enfin, c'est lisible. C'est pas trop clair. OK. Donc, vous avez le schéma du système de formation suisse, en fait, grosso modo, avec... On voit la souris ? Non ? Enfin, sur la droite, vous avez la formation professionnelle avec les CFC et les AFP. Et sur la partie gauche, c'est la culture générale, en fait, avec ce qui correspond au lycée en France. Et puis, une école particulière qu'on appelle école de degré diplôme en Suisse. Je ne sais pas du tout quel est l'équivalent en France, par contre. Je n'ai aucune idée. Mais c'est une école de culture générale que je considère comme semi-professionnelle parce qu'à partir de la deuxième année, on doit choisir une orientation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté droite de ce schéma que je vais détailler, en fait, par la suite. Et on voit qu'on a accès à différents niveaux de formation après avoir obtenu, en fait, son CFC. Donc, la formation professionnelle, elle se débute à l'âge de 15 ans, donc à la fin du cycle d'orientation en Suisse, à Genève, qui correspond au collège pour les Français, fin de 3e. Et on a 7 centres de formation professionnelle. Alors, j'espère que ça passe pour les couleurs, je ne suis pas sûr. On a les arts appliqués, donc toutes les professions qui sont liées aux arts appliqués, le domaine de la construction pour tout ce qui est bâtiment, grosses œuvres et seconde œuvre, le santé sociale, donc les professions qui se font dans le domaine de la santé comme aide-soignant, assistante médicale, ce genre de choses. Et dans le domaine social, en fait, on n'a qu'un seul apprentissage qui existe en Suisse, qui est assistant socio-éducatif, qui permet de travailler à la fois avec des enfants, des personnes âgées et des personnes liées au handicap. Le domaine technique, pour tout ce qui est informatique, mécanique automobile, etc. La partie commerce, qui englobe les apprentissages administratifs d'employés de commerce, et la vente, avec les gestionnaires du commerce de détail. Nature-environnement, donc ça c'est tous les métiers qui sont type horticulteur, avec paysagiste, pépinière, fleurs,
forestier bûcheron, ce genre de profession. Je ne les ai pas tout en tête, hein, excusez-moi, mais il y en a beaucoup. Et puis le dernier, service hôtellerie-restauration, qui à la fois englobe les professions qui sont dans l'hôtellerie-restauration, le service, l'intendance dans les hôtels, et aussi des métiers comme coiffeur, coiffeuse. De nouveau, hein, je n'ai pas listé, parce qu'il y aura beaucoup à faire. Mais du coup, chaque fois, en fait, ces domaines sont enseignés au sein de ce qu'on appelle un CFP, qui est un centre de formation professionnelle. Et puis, il y en a 6 ou 7, enfin 7 en fonction des domaines qui sont présentés ici. Donc, comme vous le constatez, il y a en fait un choix à faire. C'est la grande différence entre la formation professionnelle et la formation dite académique, comme le lycée, hein, chez nous le collège. Les élèves qui finissent l'école obligatoire, quand ils vont dans l'équivalent du lycée, au collège en Genève, ils n'ont pas trop l'obligation de se poser la question de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils ont chez nous 4 ans un peu tranquilles où ils vont apprendre, obtenir la maturité, hein, l'équivalent du bac général. Et en général, on commence un peu à les titiller sur la question du choix professionnel sur les 2 dernières années, parce qu'après, comme ils choisissent une faculté, pour ceux qui vont à l'Uni. Par contre, ceux qui sortent d'école obligatoire et qui partent sur une filière professionnelle, ils ont un travail d'orientation à faire au préalable, parce qu'ils vont choisir un métier, en fait, pour lequel ils vont faire une formation professionnelle. Donc ça nécessite tout un travail au préalable qui est fait au niveau du collège en Suisse, au cycle. On insiste beaucoup pour essayer de les aider, bien qu'un gamin de 14-15 ans lui demander son choix professionnel à long terme, c'est un peu vache, je dirais même. Parce qu'ils sont très inconstants et souvent ils commencent et ils changent. Enfin, voilà, donc même ils vont faire un apprentissage en CFC, puis après ils vont basculer sur autre chose, parce qu'entre deux ils ont vieilli, ils sont plus matures et puis ils ont des choix qui sont peut-être plus stables. Puisqu'on est sur une partie transfrontalière, les gens qui sont permis G, qui travaillent en Suisse et qui sont contribuables, du coup, ont l'avantage de pouvoir donner à leurs enfants la possibilité de faire une consultation en orientation, comme on appelle. Parce que pour pouvoir voir un psychologue ou une psychologue en orientation à Genève, il faut être contribuable. Donc si vous avez des enfants et que vous êtes permis G, et que du coup vous êtes imposé à la source, vous êtes considéré comme contribuable, et en fait vous pouvez vous voir un conseil en orientation si vous voulez vous réorienter, et bénéficier de la prestation à Genève, et vos enfants aussi, vu que vous êtes contribuable. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez accès qu'à la prestation de la Cité des métiers. Alors, après avoir fait 3 ou 4 ans de formation, ça dépend des métiers, on obtient ce qu'on appelle le certificat fédéral de capacité, qui est à peu près l'équivalent d'un BEP en France. C'est pas noté là, mais vous avez aussi une formation en 2 ans qui s'appelle l'AFP, l'attestation fédérale professionnelle, qui a été introduite il y a quelques temps pour permettre aux jeunes qui avaient des difficultés à la fin de l'école obligatoire de quand même obtenir un titre fédéral, leur permettant de trouver un job, parce que sans, c'était un peu compliqué. Donc une fois qu'ils ont obtenu leur CFC, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? La première chose, c'est aller travailler, puisqu'ils ont appris un métier, c'est des pros, quel que soit le domaine. Ou alors, ils peuvent éventuellement passer sur ce qu'on appelle les écoles supérieures pour faire un perfectionnement. Donc c'est un premier niveau de perfectionnement accessible depuis le CFC, dans le même domaine. C'est des formations qui durent entre 2 et 3 ans, des fois qui peuvent se faire en emploi, certaines fois que du plein temps. Et vous avez un certain nombre de domaines, je reviendrai un peu plus en détail par la suite dessus. Sinon, l'autre option après l'obtention du CFC, c'est de préparer ce qu'on appelle la maturité professionnelle, qui est à peu près l'équivalent du bac pro en termes de niveau de formation. Et ça nous donne accès, en fait, avec cette maturité professionnelle, soit dans les hautes écoles spécialisées, les HES, pour faire une formation tertiaire, soit via une passerelle qui s'appelle la passerelle d'UBS. Mais là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut être en principe domicile au canton de Genève. Mais cette passerelle plus le bac pro suisse vous permet d'accéder à l'université. Donc c'est intéressant aussi ces filières, parce que par exemple dans les projets de certains jeunes qui voulaient faire médecine et qui n'arrivent pas au niveau du collège ou du lycée, en fait, ils peuvent passer par une voie professionnelle et retourner en faculté de médecine à l'université de Genève. Vous êtes d'accord, hein? Ouais, enfin, je dis médecine, c'est particulier, c'est clair, mais l'idée, c'est que si on a un projet universitaire et puis que ce projet n'arrive pas à aboutir via une formation académique,
on peut rejoindre l'université via la filière professionnelle. Ça prendra un peu plus de temps, mais bon, qu'est-ce que le temps réellement? Il y aura plus de maturité, plus d'assurance, etc. Donc du coup, les choix, des fois, sont quand même beaucoup plus stables et qui permettent d'aller jusqu'au bout de la formation. Voilà, ce système est ouvert aux frontaliers, évidemment. L'idée, c'est rechercher une place d'apprentissage auprès d'entreprises à Genève. Et puis, l'entrepreneur, entreprise, peut engager un jeune et du coup va faire une demande de permis de travail, puisqu'on est sur une formation professionnelle à peu près aux mêmes conditions que quelqu'un qui cherche un emploi. L'apprentissage, vous avez des questions? Ou des questions après? On passera aux questions après. Ok, ça marche. On passera aux questions après. Vous déroulez vos propos tous les trois. La formation professionnelle, donc les deux titres, c'est l'AFP, l'attestation fédérale professionnelle dont j'ai parlé, plutôt prévu pour les jeunes en difficulté à la fin de l'école obligatoire. On l'utilise beaucoup dans la formation d'adultes aussi pour permettre aux adultes qui ont quitté l'école depuis longtemps de remettre le pied à l'étrier. C'est pas rien. Et sinon, vous avez le CFC, qui est le certificat fédéral de capacité, qui sont les deux diplômes de base dans la partie professionnelle. Ces deux titres, en fait, l'AFP et le CFC, peuvent être obtenus de deux manières. Soit par une formation qu'on appelle duale en Suisse, qui correspond à l'alternance en France, où on a une partie en école professionnelle, une partie dans une entreprise, ou une voie plein temps, où on va apprendre son métier au sein d'une école professionnelle, un des CFP que j'ai cité tout à l'heure, où l'école va se substituer au patron et puis assurer la partie théorique et la partie professionnelle dans des ateliers au sein de l'école. La voie duale, c'est une alternance entreprise-école. Il y a l'obtention d'un salaire chaque mois. Le jeune obtient un petit salaire. En général, c'est entre 500 et 600 francs la première. Enfin non, ça peut être entre 200 et 500 francs la première année, entre 500 et 700 francs la deuxième, et entre 900 et 1500 francs sur la dernière d'apprentissage. Ils sont un peu étalés différemment quand c'est un apprentissage de 4 ans, évidemment. Et puis, ils ont droit à 6 semaines de vacances par année. Donc, quand on fait une voie duale ou alternée, on rentre dans le milieu du travail, et les jeunes se confrontent aux adultes, à la réalité du terrain, avec toutes les contraintes que ça implique, en termes de stress professionnel, etc. etc. Pour l'exemple, si vous prenez quelqu'un qui va faire la mécanique automobile, en école, ils sont tranquilles, ils n'ont pas vraiment de délai de pression. Quelqu'un qui fait son apprentissage dans un garage, lui, il va avoir une pression professionnelle, parce qu'on va lui dire, voilà, tu vas bosser avec les mécaniciens, puis à la fin de la journée, vous avez fait 8 voitures. Donc il faut vraiment, c'est une autre réalité. Donc il faut aussi en tenir compte par rapport à la personnalité du jeune, savoir s'il est introverti, extraverti, s'il est prêt à se confronter aux adultes ou pas, s'il a besoin d'un petit peu plus de cocooning pendant un certain temps, ça arrive, en fonction de l'âge aussi, etc. La filière plein temps, comme je le disais, donc c'est une formation qui se fait uniquement en école, avec une partie théorique en école et des ateliers pour la partie pratique. Il n'y a pas de salaire. Par contre, ils ont beaucoup plus de vacances. Ils en ont 12 semaines. Donc, en fait, c'est comme ils allaient à l'école, mais au lieu d'avoir des profs de géo, d'histoire, enfin, si, ils ont quand même des cours. Ils ont un prof qui fait de la culture générale, souvent, un ou deux profs. Ils auront des anciens professionnels qui sont devenus enseignants et qui leur enseignent les gestes du métier qu'ils vont devoir pratiquer. Ou les procédures administratives, si c'est un métier administratif. Voilà, donc ça, c'est les deux grandes différences. Le niveau... Ah oui, j'ai noté ici, j'espère que c'est lisible, parce que je ne me rendais pas bien compte de la configuration. Les AFP à Genève, en fait, je vous rappelle juste que chaque canton en Suisse est souverain de la formation, de l'éducation. Ce n'est pas tout à fait comme la France où il y a un service de l'éducation nationale et tout le monde fait pareil. En Suisse, on a à chaque fois des systèmes différents. Alors, il y a des unifications qui ont été faites, de l'harmonisation qui a été faite au niveau suisse ou au niveau roman, mais la grande principe, c'est que quand même chaque canton est souverain. Du coup, pour Genève, les AFP qui sont très souvent faits en alternance, vous avez 4 formations qui sont proposées à plein temps, où les jeunes iront à l'école et ils feront les ateliers aussi. Donc, c'est la formation des aides en soins et accompagnement, qu'on appelle ASA. Donc ça, c'est dans le domaine du santé sociale. Les aides menuisiers pour la construction, les assistants de bureau pour la partie commerce, ou employés de commerce, et puis la formation d'horticulteur, horticultrice, l'orientation paysagisme.
Donc ça, ce sont des AFP qui vont se faire en 2 ans, qu'on peut faire plein temps. Donc, dans le schéma au départ, je vous disais, après avoir obtenu le CFC, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des premières, si on veut continuer à se former, on peut enchaîner sur un niveau BTS en France, qu'on appelle école supérieure. Donc, ce sont des formations professionnelles, c'est des écoles professionnelles qui peuvent être faites plein temps ou aussi en emploi. Pour les conditions d'admission, il faut avoir obtenu un CFC dans le domaine correspondant. C'est clair que si on fait un CFC dans la gestion, le commerce, et puis qu'on veut faire une formation dans la santé, ça va poser problème parce qu'il y a un certain nombre de branches qui n'auront pas été abordées pendant la formation administrative, comme la biologie, la chimie ou ce genre de choses. Donc c'est souvent dans le domaine qu'on va continuer. Les certificats de culture générale, la maturité spécialisée, la maturité gymnasiale et la maturité professionnelle, donc ça ce sont les différents types de bacs. Je n'ai pas les équivalences en France, mais on retrouve le bac pro. La maturité spécialisée, c'est aussi un bac pro, mais pour l'école de culture générale, dont je parlais tout à l'heure. La maturité gymnasiale, c'est le bac général. Et ces formations plutôt généralistes demandent pour les formations type culture générale, maturité spécialisée et maturité gymnasiale ou bac général, là, il faut une expérience professionnelle. Ces personnes-là n'ont pas forcément fait de stage ou d'expérience, donc on va leur demander de faire un stage de 6 mois à 1 année au préalable avant d'entrer en formation. Le baccalauréat est pareil, il est admis sous certaines conditions dans certaines écoles. Pour certaines formations, il faut être domicilié au canton de Genève, donc ça pose un problème pour les frontaliers, par exemple, qui n'ont pas forcément accès. Mais on demandera aussi pour les bacheliers de faire un stage d'au moins 6 mois à 1 année avant de pouvoir entrer en formation dans la formation visée. Les domaines couverts par les écoles ES à Genève, parce que ça change un peu aussi dans les différents cantons, comme chaque canton fait un peu différemment. Au niveau technique, on a toutes les formations techniques dans le bâtiment, l'informatique de gestion, la microtechnique, le génie électrique et quelques-unes que je n'ai pas tout mis, je ne voulais pas tout mettre. Dans la santé, on a une formation d'ambulancier, hygiéniste dentaire, podologue et technicien d'analyse biomédicale qui ont beaucoup bossé ces 2 dernières années. Je suis en France aussi, j'imagine. Dans le domaine social, c'est l'éducation de la petite enfance, donc éducateur de l'enfance, ce que vous appelez puériculteur, puéricultrice en France, qui est très différent au niveau de la formation. On a contrôleur de la circulation aérienne, j'ai mis dans le transport. Et puis, on a une particularité genevoise au niveau artistique qui sont les designers en communication visuelle, spécialisation, bande dessinée et illustration. Donc ça, c'est des formations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être accessibles plutôt après un CFC, une formation professionnelle, qu'une formation plutôt généraliste. Voilà. Le niveau supérieur, c'est les HES. Donc là, on monte d'un cran. Les HES, en fait, font partie, d'un point de vue de la loi, ce sont des écoles de niveau universitaire, même si elles sont professionnelles, au même titre que l'UNI, délivrent aussi des bachelors, ou ce que vous appelez licences, et certaines HES aussi des masters. Donc du coup, les conditions d'admission pour les HES, elles sont calquées sur les conditions d'admission universitaire. En fait, c'est des normes suisses. Donc il y a un site qui s'appelle Swiss Universities, sur lequel vous trouvez les conditions d'admission pour les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées, etc. Et en fait, j'ai mis à jour en fonction du changement qu'il y a eu en France par rapport au bac. Donc on ne parle plus de bac ES, S et L, hein. Maintenant on parle d'un bac général. Et vous avez 2 spécificités qui sont vraiment importantes. En première, il faut qu'il y ait les mathématiques, les SVT ou physique-chimie. Et puis il faut que ça continue en classe de terminale où les maths restent, soit sous forme de branche principale, soit en option mathématiques complémentaires, et toujours SVT ou physique-chimie. C'est vital. Si vous n'avez pas ces branches, ça vous ferme quasi toutes les portes du tertiaire à Genève. L'UNI ne vous acceptera pas. Les HES non plus, la plupart du temps, parce que dans le caractère généraliste de la maturité suisse, on a ces branches qui font partie du programme et sont obligatoires. Donc j'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus ces dernières semaines poser des questions et qui avaient des bacs, ils n'avaient plus de maths. Et ça, c'est un vrai souci pour venir faire ses études en Suisse, quoi.
Donc même s'ils n'aiment pas les maths, il faut quand même leur faire comprendre que les maths, c'est rédhibitoire, il faut les faire. Sinon, c'est vraiment un souci. Après, vous avez justement le côté généraliste, on voit, il y a 6 branches, enfin 6 conditions. Il y a une langue maternelle, une deuxième langue, les mathématiques, et puis on retrouve les SVT, sciences humaines, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Après, pour les HES, vous en avez 6. Il y a la HED, la Haute École d'Art et Design, donc c'est tout ce qui est art visuel, cinéma, architecture intérieure, la communication visuelle. La Haute École de Gestion, pour la gestion d'entreprise. Le International Business Management, pour les vieux comme moi, l'IBM, j'aime bien, ça me fait penser aux ordinateurs. Donc lui, il a un enseignement qui est bilingue, français-anglais. Et puis l'information documentaire et l'informatique de gestion. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Il y a la Haute École de musique, pour devenir enseignant ou prof de rythmique ou ce genre de choses. La HEDS, pour tout ce qui est santé. Donc là, on retrouve la nutrition et la diététique. Sage-femme, physiothérapie, vous appelez ça kiné en France, hein, kinésiothérapeute. Les soins infirmiers, donc les écoles d'infirmières, et puis la technique, les techniciens en radiologie médicale. Il y a le domaine social, avec l'animation socioculturelle, le travail social, plutôt que service social, ça n'a pas été changé ça, pour devenir assistant social par exemple, la psychomotricité et l'éducation spécialisée qu'on appelle l'éducation sociale, pour travailler en institution pour personnes handicapées. Et puis l'EPIA, qui est l'ancienne domination qui était l'école d'ingénieurs, où vous avez l'agronomie, l'architecture du paysage, gestion de la nature, génie mécanique, etc. C'est deux diplômes, le bachelor en 3 ans, avec 180 crédits, et un master en 2 ans, ou 1 an et demi en principe, alors au niveau HES, les masters, il n'y en a pas forcément pour toutes les filières, ce sont des filières assez récentes. Je n'ai pas fini, je suis désolé, encore un petit bout. Très rapidement, ce qui m'a demandé un gros travail de synthèse, c'est un peu compliqué. Les conditions d'admission pour l'école d'art, c'est une admission sur concours. Il y aura ça, par contre, vous pouvez noter, il y aura une séance d'information le 23 novembre et le 20 décembre. L'inscription au bachelor, elle se fera en ligne jusqu'au 7 mars. Et vous avez une porte ouverte le 21 janvier. Donc, pour toutes les questions concernant les filières artistiques, il faut aller aux portes ouvertes. Pour la Haute École de Gestion, le baccalauréat général, je ne dis pas après l'autre, là, les pièces encore plus vaches. Donc c'est un bac général, il faut faire attention aux exigences de langue, ils veulent l'allemand et l'italien au niveau B2, et puis une remise au niveau comptabilité importante, et puis pour les gens qui sortent avec un bac, juste vital, il y a 1 année d'attente avant de pouvoir commencer une formation HES, c'est le truc que j'ai oublié de dire mais qui est super important, vous devez faire un stage au préalable, parce que ceux qui sortent des filières baccalauréat n'ont jamais pu travailler, n'ont pas fait contrairement à ceux qui font des formations de l'alternance qui font 2, 3 ans ou 4 ans de travail dans une entreprise, ils ont cette obligation de faire ce stage pendant 1 an. Le bac STMG, une moyenne de 12/20 plus une expérience professionnelle. Aussi remise à niveau en comptabilité. Les BTS sont acceptés. Toujours attention au niveau de langue. Pour le bachelor IBM, International Business Management, il faut un niveau C1 en anglais. La formation est bilingue. Et si on n'a pas le niveau C1, on peut faire passer un examen oral. Délai d'admission pour la HEG, c'est du 15 janvier au 15 mars. Ceux qui sont soumis à un examen, ceux qui ne sont pas soumis à un examen, c'est jusqu'au 28. Ça, c'est pas cool ce que tu viens de me faire, toi. Hop. C'est bon ? Du 15 janvier au 28 avril. Les portes ouvertes auront lieu le 8 mars. Pour la Haute École de musique, dès décembre, on pourra s'inscrire. Donc, allez sur le site. Il y a une porte ouverte le 21 janvier. Donc là, ils sont très larges. Hein. Par contre, il faut être un très bon musicien. Et plus vous êtes virtuose, mieux c'est. Donc ça, c'est important. L'EPIA, donc l'école d'ingénieurs, c'est les conditions que j'ai déjà énoncées par rapport au bac, un bac général avec les maths, les SVT, etc. en première et terminale. Les bacs technologiques sont acceptés avec une moyenne de 12 plus un stage. Les BTS aussi. Donc des stages aussi sont obligatoires.
Le délai d'inscription est au 31 mai et pour la filière architecture au 31 mars. Et puis, portes ouvertes auront lieu les 10 et 11 mars. Je vous engage vivement à faire les portes ouvertes. Ça, vous pourrez voir les enseignants, les filières et discuter avec eux par rapport au cas par cas. Pour la santé, bac général avec une moyenne de 12, complété par une attestation. Il y a un module complémentaire de santé à faire au préalable qui dure 32 semaines. Donc là, il faut aller voir sur le site. Vous pouvez aller sur le site Swiss Universities, je crois, il y a des informations. Sinon, sur le site hesge.ch, et vous pouvez aller en fait chercher les conditions d'admission par école avec le détail. Porte ouverte le 2 novembre. Et puis pour le travail social, là aussi, bac général ou bac ST2 avec 12 sur 20. Et puis 40 semaines de stage pour la filière sociale. C'est 40 semaines dont 20 dans le social et 20 général. Là aussi, séance d'information pour les filières travail social, la psychométricité. Faites des photos, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est important de ne pas louper les dates d'inscription. Pour l'EPIA, juste une chose importante que je dois souligner, c'est aussi valable un peu pour les autres formations. Comme vous avez une année de stage, particulièrement pour l'EPIA, j'ai discuté avec mes collègues du service d'admission de l'EPIA. Il disait qu'il faut s'y prendre 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance pour s'inscrire. Parce qu'il y a une présélection, il y a le stage à faire. Donc, quand vous êtes, je pense, au début de la terminale, ça vaut la peine de prendre contact avec l'école d'ingénieurs pour voir la marche à suivre. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et comme il y a le stage à faire, etc., ça prend quand même pas mal de temps pour accéder jusqu'à la première du bachelor. Voilà. Et je termine par le chèque annuel de formation. Donc ça, c'est plus pour les adultes que pour les jeunes. Le chèque annuel de formation est une aide financière de l'État de Genève. L'État vous rembourse une partie des cours de formation continue que vous faites en cours du soir. Tout niveau de formation confondu en formation continue. Vous devez être majeur et ou contribuable. Alors pour les frontaliers, c'est et contribuable dans le canton de Genève. Si vous êtes un permis, c'est le cas. Depuis les 12 derniers mois avant le début du cours. Et votre revenu ne doit pas dépasser le barème d'octroi RDU. Sauf erreur, les frontaliers, ils n'ont pas le RDU. Dans les particularités, il y a l'adresse, vous allez sur ge.ch/CAF et vous verrez, vous avez un tableau avec les barèmes à ne pas dépasser sur les revenus annuels bruts en fonction de votre état civil et avec ou sans enfants. Le chèque, c'est 500 francs ou 750 francs, ça dépend du chèque qui est octroyé pour certains cours. Il y a des possibilités d'obtenir plusieurs chèques en même temps, 1 ou 2 ou 3 chèques, mais malheureusement, ce n'est pas vous qui décidez. Sur le site ge.ch/CAF, vous avez la liste de tous les cours qui vous permettent d'obtenir ce chèque et vous aurez toujours le prix du cours et le montant du chèque indiqué. Donc si c'est 500, c'est un chèque, si c'est 750, c'est pareil. Si c'est 1500, ça peut être 2 chèques de 500 ou 2 chèques, deux chèques de 750. Si c'est 1000 francs, c'est 2 chèques de 500. Et si c'est 2250, c'est indiqué là. En fait, vous avez 3 chèques qui vous sont octroyés d'un coup. Pour savoir, c'est un chèque par cours par année pendant 3 ans. Une 4e année de vache maigre, une 5e année, vous recommencez un cycle de 3 ans. Et si vous avez un cours qui vaut, je sais pas, 5-6 000 francs et qu'on vous propose 2250, ça veut dire sur les 4 ans à venir, vous aurez plus la possibilité de demander de chèque. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Alors, succincte, ce n'est pas le mot, mais importante, et il fallait résumer tout ce propos en quelques dias, donc merci infiniment. J'en profite pour vous dire que toutes les présentations seront disponibles sur le site du GTE. Elles sont d'ailleurs en ligne, en direct sur le site du GTE aujourd'hui, notamment avec nos ennemis de Next Time, qui sont ici, reviennent pour la 2e fois, et puis vous pourrez les retrouver tout. Alexandre vous disait de faire des photos, ne faites pas des photos, vous pouvez faire des photos bien évidemment, mais vous aurez toutes ces présentations extrêmement concises dans quelques jours. On va enchaîner avec Carole pour l'UNIGE, donc avec les conditions d'accès, etc. Dis-nous, Carole, 2 mots sur l'UNIGE quand même pour constitue, j'imagine que tout le monde le sait, mais quand même constitue qu'on parle tous de la même chose. Merci. Et on enlève Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, je vais essayer d'être relativement succincte par rapport à l'université. Donc comme l'a dit mon collègue, il y a d'un côté les formations professionnalisantes qui sont essentiellement au niveau universitaire gérées par les HES, et puis on a le pendant académique qui sont les universités,
À Genève, il n'y a qu'une seule université publique. Et puis les formations proposées sont vraiment purement académiques, c'est-à-dire qu'en tout cas au niveau des bachelors, a priori, on n'aura pas de système de stage ou de travail en entreprise, comme c'est le cas, ce qui a été présenté. Ça peut être le cas au niveau des masters, mais c'est vraiment de type académique, comme une licence académique en France, dans une université publique standard. Je ne vais pas m'étendre sur l'offre de formation de l'Université de Genève, parce qu'il y a une conférence aujourd'hui, voilà, qui aura lieu sur le sujet. Donc je vous invite à vous y rendre si ça vous intéresse, et on vous donnera beaucoup plus d'informations détaillées. Moi, je vais vraiment juste vous présenter, mon collègue en a déjà un petit peu parlé, mais vous expliquer un petit peu vraiment en détail les conditions d'immatriculation de l'Université de Genève. Je vais essayer de ne pas vous perdre dans trop de détails, mais je serai là pour les questions si besoin après. Donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on a des conditions assez détaillées pour s'inscrire à l'Université de Genève. Le seul baccalauréat qui donne accès à l'Université de Genève, c'est le baccalauréat général. Donc tous les autres, vous les oubliez pour un accès à l'Université de Genève, ce n'est malheureusement pas possible. Le système dont parlait mon collègue avec la passerelle DUBS qui peut se coupler avec une maturité professionnelle ne fonctionne que pour les maturités professionnelles suisses. Donc là également, malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour des personnes qui viennent avec des diplômes professionnels étrangers. Et puis pour le baccalauréat général, alors effectivement, donc si vous avez vos enfants ou des connaissances ou vous-même qui avez un ancien bac, évidemment que les conditions jusqu'au changement, donc pour les personnes qui ont obtenu un diplôme jusqu'en 2020, c'est les anciennes conditions qui s'appliquent, qui étaient donc les bacs généraux L, S et ES avec un 12/20. Mais depuis 2021, donc suite à la réforme du bac, les conditions ont été revues. De manière générale, sachez que les conditions d'immatriculation pour les universités sont revues chaque année. C'est toutes les universités qui se concertent, c'est des conditions qui sont communes et normalement au niveau fédéral qui sont identiques. Chaque institution reste évidemment souveraine pour adapter si elle le souhaite. Et donc chaque année, c'est revu. Donc les conditions dont je vous parle aujourd'hui sont celles qui sont actuellement en cours. On sait qu'il y a des réformes toujours en cours dans le bac français, donc on est en train de les étudier. Les conditions, elles sont mises à jour chaque automne et elles sont publiées chaque début d'année en janvier quand commence la campagne d'immatriculation. Donc là, tous les changements qui peuvent intervenir actuellement dans le bac français par rapport aux mathématiques, normalement, on pourra en discuter si vous voulez après, n'auront pas d'impact pour les conditions à venir a priori. Donc je vous parle des conditions qui resteront les mêmes. De manière générale, les conditions, elles ne sortent pas du chapeau. On a vraiment des conventions internationales qui font qu'on a des règles à suivre. Et puis, comme disait mon collègue, les diplômes des certificats d'études secondaires étrangers doivent correspondre en branche, en heures et en durée d'éducation à une maturité suisse. C'est pour ça qu'on arrive avec des conditions qui peuvent paraître un peu surprenantes, mais qui sont calquées en fait sur ce modèle-là. Je ne reviens pas sur les 6 branches dont a parlé mon collègue, mais c'est vraiment en fait le noyau dur d'une maturité gymnasiale suisse, ce qu'on appelle un diplôme de formation générale, et c'est pour ça qu'on l'exige aussi dans les diplômes étrangers. Ça peut sembler surprenant parce que le diplôme français, comme d'autres d'ailleurs, sont plutôt des diplômes qui ont tendance à se spécialiser. Vous allez choisir plutôt certaines spécialisées dans l'optique de ce que vous voulez faire par la suite à l'université. Mais en Suisse, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez un diplôme de formation générale et c'est à l'université que vous commencez à vous spécialiser. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a ces conditions qui semblent bizarres, mais qui sont... Donc, on demande le bac général, donc uniquement celui-ci. Et donc, en première, effectivement, les candidats ont l'obligation d'avoir suivi la spécialité mathématique et l'obligation d'avoir suivi soit SVT, soit physique-chimie comme spécialité. Je sais qu'il y en a une troisième, donc ils peuvent en prendre une autre s'ils le souhaitent, mais enfin ils doivent le prendre, mais ces 2 spécialités doivent impérativement avoir été suivies en première et elles doivent se poursuivre en terminale. L'Université de Genève, et attention, je parle bien exclusivement pour l'Université de Genève, le rectorat a validé qu'en lieu et place de la spécialité mathématique, les personnes pouvaient avoir ce qu'on appelle l'option mathématique complémentaire. C'est vraiment une spécificité genevoise, donc si les personnes sont intéressées à aller à Lausanne ou ailleurs ou dans les HES,
attention, ça ne s'applique pas forcément. C'est vraiment pour l'Université de Genève exclusivement. Et puis la moyenne de 12 sur 20 reste un prérequis indispensable. Vous avez 11,89, c'est pas 12, et donc malheureusement, il n'y aura pas d'admission possible. Je sais que ça peut sembler extrêmement frustrant, mais c'est le 12 sur 20 qui fait foi. Et puis, alors il y a quelques possibilités pour les personnes qui n'ont pas le 12 sur 20. De nouveau, ça c'est des conventions internationales qui existent. Quand les personnes n'ont pas le 12 sur 20, elles peuvent le compenser par 2 années d'études universitaires. Alors généralement, ça a du sens ou pas, c'est-à-dire que les personnes elles peuvent s'inscrire dans une institution qui les accepte sans avoir besoin du 12 sur 20 et réussir une L2, donc déjà obtenir 120 crédits. Ça vous donne accès à l'université en première année avec la possibilité de demander des équivalences. C'est une possibilité de compenser. Si vous avez des questions, j'y réponds ensuite très volontiers. À garder en tête également que ces conditions d'immatriculation sont les conditions d'immatriculation de base à l'université, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toute personne qui vient s'inscrire. Mais pour les personnes qui auraient déjà entamé des études universitaires dans l'intervalle, vous avez obtenu votre baccalauréat il y a 1 an, 2 ans, vous avez fait d'autres choses dans l'intervalle, il y a toujours aussi ce qu'on appelle les conditions d'admission facultaire qui se rajoutent. J'essaie de ne pas vous perdre, mais donc vous pouvez être immatriculable à l'université, mais pas admissible dans une faculté par rapport à vos parcours précédents. Donc vraiment gardez en tête que toutes les études qui sont entamées comptent ensuite pour une admission. Exemple flagrant, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui entament une première année d'études communes de médecine en France et qui ensuite décident de venir à Genève. Très très mauvaise idée, vous ne seriez pas admissible parce qu'il y a un règlement d'études assez strict au niveau de la faculté qui fait que vous avez beau être immatriculable, vous remplissez le step 1 mais pas le step 2 de l'admission. Donc un petit peu par rapport à ce que disait mon collègue par rapport à l'école d'ingénieur, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner en amont. Si vous avez un certain projet, pour vraiment vous assurer que vous prenez les bonnes décisions, que vous suivez les bonnes options et que vous faites les bons choix pour ne pas vous retrouver à avoir fait 1, 2, 3 ans d'études au niveau secondaire ou universitaire et être ensuite coincé parce que malheureusement vous n'aviez pas connaissance d'un détail supplémentaire. Je m'arrête là, je vous rappelle juste les délais de postulation à l'Université de Genève. Ça commence le 15 janvier de chaque année. Ça se termine au 28 février ou 30 avril. A priori, pour les personnes françaises, c'est 30 avril. Le délai au 28 février, c'est plutôt pour les personnes qui ont besoin d'un permis de séjour suisse. Donc je pense que ça ne s'applique pas à vous, mais je préfère le mentionner quand même. Voilà, merci. Merci Carole. Donc elle vous a dit 2 informations importantes, enfin, au-delà du contenu de son propos. Il y a une conférence, une mini-conférence sur l'UNIGE dans une salle, je vous le redirai tout à l'heure. Et puis surtout, préparez vos questions parce qu'elle a dit qu'elle répondrait à toutes vos questions. Donc on se donne quand même un petit moment pour toutes vos questions. On va enchaîner avec... cette année, on avait décidé de faire un focus sur le statut. Plein de questions arrivent au groupement, mais pas que, du stagiaire frontalier. Et donc, c'est Armel Saragoza qui va développer un propos. Alors, Armel, je pense que vous n'avez pas de PowerPoint, on n'a pas d'image. Donc, on va le développer ensemble. Vous allez développer votre propos. Il y a plein de sujets qu'il faut aborder. Mais on va commencer quand même parce que... Pourquoi vous avez décidé de faire ce statut sur le on va dire le stagiaire? C'est parce que plein de questions vous arrivent. Et donc, toutes les questions, vous avez référencé, vous, en nous donnant un peu une trame. Donc développez votre trame, comme ça sera plus simple. Je vous redis que tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, mais vous n'avez pas d'écrit, tout ce qui est dit est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur le groupement. Armel, sur le statut des stagiaires. Voilà, donc bonjour. C'est bon comme ça pour le micro? Vérifiez. Oui, c'est bon. Tiens, assez proche. Donc là, du coup, on parle de l'étudiant qui peut être ressortissant communautaire ou suisse et qui va travailler, donc qui va être en études à Genève ou en Suisse. Donc là, se posent en effet plein de questions corollaires par rapport à tout ce qui concerne la protection sociale, notamment, et on pourra faire aussi un petit focus sur la fiscalité, mais c'est surtout la protection sociale où là, au groupement des frontaliers, transfrontaliers européens, nous avons vraiment... Prenez celui-là,
Donc un questionnement est parfois un peu tardif sur quelle est ma protection sociale en tant qu'étudiant et si je suis en stage et si je suis dans certains types de formations. Donc là, tout d'abord, au niveau de l'étudiant, donc il y a une libre circulation des ressortissants communautaires, donc au niveau des études, donc en Europe et en Suisse. Donc il n'y a pas besoin de visa pour venir en Suisse. Et par rapport donc aux études, donc il y a une demande de titre de séjour pour un ressortissant communautaire qui est finalement une formalité pour pouvoir être en études. Donc on est bien sur un séjour, en fait, c'est assimilé comme ça, même s'il y a un statut frontalier. Et donc il y a une démarche à faire au niveau de l'Office cantonal de la population pour définir en fait le fait d'être sur le territoire plus de 4 mois, en fait, avec une formation. Et cette formation doit être aussi reconnue pour avoir cette facilité de rester en études, d'être en études de manière légale. Voilà, donc ça c'est l'Office cantonal de la population qui détermine, qui accepte, qui valide en fait. Avec aussi, donc il faut avoir des ressources financières. Donc voilà, donc sur le site de l'OCPM, donc il y a les formulaires adéquats. Après, par rapport à ça, donc, on demande aussi une assurance maladie. Et donc, en fait, il y a une facilité pour les étudiants où, normalement, quand on est inactif et qu'on séjourne dans un pays communautaire, en fait, on ne peut pas rester plus de 3 mois dans les 6 mois, donc 2 fois 3 mois. Et donc là, il y a une tolérance, une facilité pour les étudiants de rester davantage par rapport à la durée de leurs études. Donc, le titre de séjour, en fait, l'autorisation de l'office cantonal sera limitée à la durée de la formation. Et si c'est inférieur à 1 an, donc elle sera sur la durée, et au-delà d'1 an, renouvelable tous les ans. Donc là, c'est pour déjà brosser ce statut qui est particulier en Europe, qui permet cette facilité d'études et de stage aussi de part et d'autre de la frontière en Europe, pour les ressortissants communautaires. Donc voilà, et donc du coup l'étudiant, même s'il séjourne pour ses études dans un pays communautaire ou en Suisse, en fait il conserve sa résidence fiscale finalement dans son pays initial et il conserve aussi son assurance maladie, là où il était assuré auparavant, donc là en France, au niveau de son assurance maladie française. Et c'est la carte européenne d'assurance maladie qui valide qu'il aura bien des conditions de prise en charge pour des soins urgents ou nécessaires au cours de ses études, donc en Suisse. Ce qui m'amène à dire par rapport à ce statut d'étudiant, donc en fait une particularité. Donc en France, en fait, donc depuis la mise en place de la protection universelle maladie au 1er janvier 2016, donc il y a un droit autonome. Au niveau des ayants droit, donc le conjoint ne peut plus être ayant droit s'il est inactif, il a un droit autonome. Et pareil pour les jeunes, ça s'arrête à 18 ans. Donc dès 18 ans, finalement, ils sont du ressort de la protection universelle maladie, soit en tant qu'étudiants, soit en tant qu'inactifs. La particularité, c'est que si les 2 parents sont frontaliers, à ce moment-là, les 2 parents ou un parent et l'autre parent inactif, donc on a le système du rattachement des membres inactifs à la personne qui est frontalière. Et dans ces cas-là, la qualité d'ayant droit est maintenue. Et donc, du coup, au niveau d'un jeune qui est étudiant, eh bien, il doit rester ayant droit jusqu'à son 20e anniversaire. Donc, si le parent référent est assuré au régime LAMAL, du coup, le jeune devra continuer à payer ses cotisations LAMAL jusqu'à son 20e anniversaire, même s'il est étudiant ailleurs, en France ou pas forcément en Suisse. Donc ça, c'est juste la particularité pour les parents frontaliers. Donc voilà, c'est mis de base ayant droit. Voilà. Donc, alors, nous sommes dans le statut de l'étudiant et maintenant cet étudiant donc, qui a sa carte européenne a une proposition de stage ou doit faire des stages. Donc il y a plusieurs types finalement de situations par rapport à un stage ou une activité professionnelle. Et là on a aussi 2 choses qui se conjuguent puisque le principe en fait c'est que c'est toujours le pays d'études ou d'emploi qui détermine à quel moment la personne, l'étudiant bascule du statut d'étudiant au statut d'actif. L'élément important à retenir aussi pour tout étudiant, c'est que le statut d'actif l'emporte toujours sur le statut d'étudiant. Pareil, le statut de rentier, si une rente d'orphelin, ça va l'emporter sur le statut d'étudiant au niveau de la protection sociale. Donc là, du coup, à quel moment est-ce qu'il y a ce basculement? C'est là toute la difficulté, puisqu'en fait, il y a le pays qui détermine, la Suisse qui détermine, mais il y a aussi le fait que l'étudiant réside
peut résider en France avec un retour journalier ou au moins hebdomadaire, et donc du coup bascule d'emblée du statut étudiant à un statut de frontalier. Donc là, on peut prendre le cas de figure déjà des étudiants en France et qui vont faire un stage en Suisse. Donc il y a une convention de stage qui est établie entre l'école, le jeune et puis donc l'entreprise ou l'association où il y a le stage. Et donc à ce moment-là, alors là c'est encore un peu particulier, donc à chaque fois il faudra se référer à l'Office cantonal de la population pour savoir s'il y a une autorisation. Et si jamais le jeune est de nationalité suisse, il n'y a pas d'autorisation, mais c'est le questionnement de l'assurance maladie à revoir avec le service d'assurance maladie cantonal, le SAM. Parce que là, en fait, en France, quand la rémunération est une gratification qui est inférieure en gros à 580 à 3,80 € de l'heure, donc en gros 580 par mois, donc il n'y a pas de charge sociale, et dans ces cas-là, le statut étudiant perdure. Et là, récemment, en contactant le service relations internationales de la CPM, il y a eu des changements. En fait, la Suisse tient à vérifier si on est bien dans un statut qui reste étudiant ou si on doit assimiler ce jeune à une activité. Et là, ça dépend des cantons. Donc, je pense qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance au niveau des stages pour vraiment savoir quel va être par rapport à un stage, même avec une simple gratification ou gratuite, si on est dans une définition finalement qui devient large. Parce qu'en fait, c'est vrai que au niveau de la loi suisse, en fait, il peut y avoir une définition large de l'emploi. Et si, même si c'est un travail qui est gratuit, qui est bénévole, mais qui remplace le travail effectif, donc il peut y avoir une définition que c'est un emploi. Donc il y a vraiment une définition qui peut être très large. Donc voilà. Donc à vérifier. Donc ça c'est par rapport à ce statut-là. Mais sinon, même quand on va sur le site du CLES, donc il mentionne bien qu'un stage à l'étranger, quand c'est inférieur à 15% du SMIC, voilà, eh bien l'étudiant reste étudiant. Donc attention, mais en tout cas voilà la règle qui s'applique. Il y a aussi le cas de l'étude en Suisse, et avec un stage dans le cadre des études. Donc là, on est vraiment dans le pareil qu'à l'Uni, avec un système de stage. Dans ces cas-là, d'ailleurs, les stages ne doivent pas dépasser la moitié de la formation totale, sinon on est dans un statut d'alternance ou d'apprentissage. Enfin, on est sur un statut qui va être plus professionnel. Donc là, c'est des stages. Donc à ce moment-là, il y a quand même une annonce à faire. Donc là, au niveau de l'UNIGE, donc informe bien sur son site, et puis les étudiants par rapport aux démarches à faire, par rapport à ces démarches, par rapport à revérifier pour une annonce à l'OCP ou un permis G. Et comme le stage en général est rémunéré, ça bascule d'emblée, même petite rémunération, sur un statut d'actif. Donc demande de permis G pour un ressortissant communautaire. Ou annonce, parce que si c'est de courte durée, ça va être une annonce. Donc là, bien sûr, droit d'option. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail du droit d'option, puisque nous avons des conférences aussi là-dessus. Donc c'est l'assurance maladie du frontalier, avec le choix entre la France et la Suisse dans les 3 mois. Sinon, c'est assurance en Suisse de fait, avec des pénalités si c'est au-delà des 3 mois. Nous avons aussi l'étudiant avec l'activité accessoire ou des jobs étudiants. Donc, ça peut être donc une demande de permis avec activité accessoire aussi, puisque l'universitaire et l'étudiant en université peut travailler 15 heures par semaine et à temps plein pendant l'été. Donc à ce moment-là, c'est vraiment un statut d'actif. Donc, demande d'autorisation de travail et assurance maladie en tant que frontalier. Les études en alternance, c'est le statut d'actif, comme le disait Alexandre. Et pareil, l'apprentissage, on est vraiment dans un statut d'actif, comme déjà énoncé. Il y a une petite particularité, ce sont donc les écoles paramédicales, donc de physiothérapeutes, kinés ou d'infirmières, où en fait l'école verse à l'élève des frais de stage, des indemnités de stage, qui sont de l'ordre de 400 francs environ. Donc là, il y a eu à un moment donné une interprétation différente entre la Suisse et la France disant un revenu de la Suisse, c'est frontalier. Et l'OFAS s'est bien positionné l'an dernier sur le fait que comme il n'y a aucune charge sociale et que c'est vraiment un remboursement de frais, on reste dans un statut étudiant. Le jeune reste vraiment dans un statut étudiant à ce moment-là. Et donc la CPM aussi valide ce statut-là. Donc là, c'est assurance maladie étudiante et non pas droit d'option en tant que frontalier. C'est vraiment la seule exception par rapport au stage, on peut dire.
Donc voilà, donc le cadre, c'est le pays d'études et d'emploi qui détermine d'une part cette autorisation de séjour étudiant et ou de travail, et puis donc voilà, le changement du statut d'actif, d'étudiant à statut d'actif, avec cette problématique du frontalier. Donc là, on voit bien que si, par exemple, après, en tant qu'activité, le jeune réside dans le canton de Vaud, par exemple, qui ne revient pas une fois par semaine en France, là, il ne sera pas frontalier, il sera devoir prendre une assurance maladie en tant que résident en Suisse. Donc là, s'il est suisse, c'est là la malle, mais s'il est étranger, il peut demander encore une dispense à l'office, au service d'assurance maladie du canton. Voilà. Éventuellement, donc il faut revoir avec le service d'assurance maladie en fonction de la rémunération. Il peut aussi accepter de rester dans un statut étudiant ou d'une assurance internationale moins chère que l'assurance la malle de base. Ça, c'est les avantages pour les étudiants étrangers en Suisse. Donc voilà, voilà. Alors. Lorsque le statut change, si on a le cas de l'étudiant qui travaille, eh bien, à la fin de son contrat de travail, s'il redevient inactif, donc il redevient étudiant. Donc il faudra qu'il refasse une radiation de son assurance en tant que frontalier et redemander l'affiliation donc sous critère de résidence PUMA, puisqu'il réside en France, pour redevenir sur ce statut étudiant. Donc là, il y a ces changements. Alors attention, si c'est un contrat à l'appel, même si c'est que de temps en temps, eh bien, le contrat perdure, donc c'est le statut d'actif qui l'emporte et pas le statut étudiant. Donc il n'y a pas de... Donc voilà. Donc il y a ces modifications à bien voir. Donc voilà, après je suis ouverte à vos questions par rapport à cette protection sociale. Et au niveau fiscalité, on peut faire aussi un petit focus. Donc l'étudiant en France peut être attaché fiscalement à ses parents jusqu'à 25 ans. Voilà, donc moins de 25 ans au 1er janvier de l'année imposable. Ou aussi peut, à partir de 18 ans, faire sa déclaration de manière indépendante. Par rapport aux déclarations des revenus, donc tout ce qui est job étudiant en marge des études, donc sont à déclarer après un abattement qui s'applique de 3 fois le montant du SMIC mensuel. Donc pour 2021, c'est un montant de 4 690 €. Donc au-delà, en fait, le salaire est à déclarer, mais il y a cet abattement qui s'applique. Par rapport aux formations en alternance, là c'est un statut, tout est à déclarer. La totalité des revenus en fait d'alternance sont à déclarer. Il n'y a pas d'abattement. Pour les apprentissages, donc qui rentrent bien dans le cadre avec un contrat d'apprentissage, donc là il y a un abattement qui peut s'appliquer, donc qui est égal au montant annuel du SMIC, donc un montant de 18 760 € pour les revenus 2021. Et au niveau des gratifications de stage en lien avec les études théoriques, il y a également un abattement du même montant, donc de 18 760 aussi par année. Donc là on est bien dans des stages qui sont inhérents en lien avec la formation théorique. Voilà. Donc voilà, le petit focus sur la... Merci Armelle. Mais effectivement, on va vous laisser la parole un petit quart d'heure, on va déborder d'un quart d'heure. Ce ne sera pas très helvète ce soir, aujourd'hui, mais on va déborder d'un quart d'heure pour vous laisser la parole. Merci pour cette présentation. Je redis une fois que cette présentation sera disponible. Oui, vous pouvez applaudir tous les trois. Allez, on passe à vos questions qui...